Et si je vous disais que la suppression de jours fériés n'était pas seulement une question d'économie, mais une attaque directe contre l'essence même de notre liberté et de notre bonheur collectif? Il y a peu, l'annonce de Monsieur le Premier ministre François Bayrou, suggérant de reconsidérer des jours fériés emblématiques comme le lundi de Pâques et le 8 mai, a secoué les fondations de notre débat public. Au-delà des réactions immédiates, des calculs de productivité et des appels à la tradition, se cache une question bien plus profonde. Une question qui ne concerne pas seulement le droit au repos, mais l'équilibre délicat entre l'individu et l'État, entre la quête de l'efficacité et le maintien des libertés fondamentales. Ce n'est pas qu'un simple projet de loi, c'est un miroir tendu à nos valeurs les plus chères. Aujourd'hui, nous allons sortir de l'agitation médiatique pour plonger dans les profondeurs de la philosophie. Nous allons armer notre esprit avec les concepts révolutionnaires d'un penseur qui, il y a plus de 150 ans, a posé les jalons de notre compréhension de la liberté et de la justice sociale. John Stuart Mill. Ses œuvres magistrales de la liberté et l'utilitarisme nous offriront une lentille unique pour décortiquer cette proposition. Nous explorons comment le principe de non-nuisance et le principe de la plus grande félicité peuvent éclairer ou obscurcir ce débat et ce que cette décision pourrait signifier pour l'avenir de notre société. Préparez-vous à une analyse qui remet en question nos certitudes et ouvre de nouvelles perspectives sur ce que nous tenons pour acquis. Nous sommes en 2025 et le 15 juillet de cette année, une proposition a été mise sur la table par Monsieur le Premier ministre François Bayrou. Une proposition qui a immédiatement fait l'effet d'une déflagration dans le paysage social français. L'idée avancée était de supprimer 2 jours fériés profondément ancrés dans notre calendrier et notre conscience collective, le lundi de Pâques et le 8 mai. La justification derrière cette mesure, présentée avec une clarté économique implacable, était de stimuler la croissance du pays et, surtout, de s'attaquer de front à notre déficit public, un défi persistant. L'objectif chiffré était ambitieux, réduire ce déficit de 5,8% en 2024 à un niveau inférieur à 4,6% d'ici 2026. Cette initiative, nous a-t-on expliqué, s'inscrivait dans un ensemble de réformes plus larges visant à maîtriser les coûts de la santé et à dynamiser l'ensemble de notre économie nationale. Mais la réaction ne s'est pas fait attendre. Dès le lendemain, les 16 et 17 juillet, les dépêches de Reuters et les conversations sur les réseaux sociaux, notamment les publications X de @Reuters et @ReutersFrance24.com, ont commencé à refléter une indignation palpable et généralisée. Pour de nombreux Parisiens interrogés, et au-delà, pour une large part de la population française, la proposition était tout simplement scandaleuse. Ce n'était pas qu'une question de jours de congé en moins sur le calendrier, c'était perçu comme une atteinte directe à ce qui fait le tissu même de notre société et de notre histoire. Le lundi de Pâques, bien au-delà de sa dimension religieuse pour beaucoup, représente un moment de rassemblement familial, de tradition et de coupure avec le rythme effréné du quotidien. Il est intrinsèquement lié à notre héritage culturel et spirituel, offrant un répit essentiel et une opportunité de connexion humaine. Quant au 8 mai, sa signification est encore plus profonde et solennelle. Ce jour commémorait la victoire des Alliés en 1945, marquant la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. C'est une journée de mémoire, de recueillement et de gratitude envers ceux qui ont sacrifié leur vie pour notre liberté. C'est une date qui ancre notre identité nationale dans une histoire de lutte et de libération. Supprimer cette date, c'est risquer d'effacer une part essentielle de notre mémoire collective, de banaliser les sacrifices passés et de diluer le sens de notre histoire nationale. Au-delà des symboles, la proposition a également été perçue comme un coup porté aux droits des travailleurs. Le droit au loisir, au repos, à la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle n'est pas un luxe, mais une composante essentielle de la dignité humaine et du bien-être, reconnue et souvent chèrement acquise au fil des décennies. Ce qui est apparu très vite, c'est la tension flagrante entre 2 objectifs qui, à première vue, peuvent sembler légitimes. D'un côté, la volonté de l'État d'agir pour la santé économique du pays, de réduire les déficits et de stimuler la productivité. Des objectifs qui touchent à la prospérité collective et au rôle de la France sur la scène économique mondiale. De l'autre, la défense farouche des libertés individuelles, du droit au loisir et la préservation de traditions culturelles et historiques qui donnent un sens à nos vies et forgent notre identité. Cette polarisation immédiate met en lumière un débat bien plus large.
Jusqu'où le pouvoir étatique peut-il s'immiscer dans la vie des citoyens, non pas pour prévenir un préjudice direct à autrui, mais pour atteindre des objectifs économiques généraux? Où se situe la ligne de démarcation entre le bien-être collectif et la liberté personnelle? C'est précisément cette ligne que nous allons chercher à éclaircir, en nous appuyant sur les lumières d'un philosophe dont la pensée est plus pertinente que jamais face à de tels dilemmes contemporains. Pour comprendre la véritable portée de la proposition de M. le Premier ministre Bayrou et la réaction qu'elle a suscitée, nous devons nous tourner vers l'une des pierres angulaires de la pensée libérale moderne, John Stuart Mill, et plus précisément vers son œuvre fondamentale, De la liberté, publiée en 1859. Au cœur de ce texte réside ce que l'on appelle le principe de non-nuisance, une idée à la fois simple et incroyablement profonde qui définit les limites légitimes de l'intervention du pouvoir de l'État dans la vie des individus. Mill l'énonce ainsi. La seule fin pour laquelle le pouvoir peut à juste titre s'exercer sur n'importe quel membre d'une communauté civilisée contre sa volonté est de prévenir un préjudice à autrui. Réfléchissons un instant à cette phrase. Elle est cruciale. Elle signifie que l'État n'a le droit d'intervenir dans votre vie, de vous empêcher de faire quelque chose ou de vous forcer à faire quelque chose seulement si vos actions causent un tort direct, tangible et identifiable à une autre personne. Ce principe est une balise contre l'autoritarisme et l'ingérence excessive. Selon Mill, tant que mon action ne nuit pas à autrui, je devrais être libre de la mener. Cela inclut mes choix de vie, mes croyances, mes loisirs et même mes excentricités. Car la liberté individuelle est la condition sine qua non du progrès social et du bonheur. La liberté d'expression, la liberté de culte, la liberté de rassemblement, toutes découlent de ce principe. Elles ne sont pas de simples privilèges, mais des droits essentiels qui permettent à la société de s'épanouir grâce à la diversité des pensées et des expériences. Appliquons maintenant ce principe au débat sur les jours fériés. Le fait de célébrer le lundi de Pâques ou le 8 mai, de prendre un jour de repos, de passer du temps en famille, de se recueillir ou de participer à des cérémonies, est-il une action qui cause un préjudice à autrui au sens millien? Clairement non. Mon jour de repos ne nuit pas directement à mon voisin, à ma collègue ou à la personne que je croise dans la rue. Il n'entraîne pas de violence, de vol ou de destruction de propriété. En fait, on pourrait argumenter qu'il contribue au bien-être collectif en favorisant la cohésion sociale, le repos nécessaire et la préservation d'un patrimoine culturel commun. La proposition de M. Bayrou ne vise pas à prévenir un préjudice direct causé par les citoyens célébrant ces jours fériés. Elle vise à atteindre des objectifs économiques, réduire le déficit public et stimuler la croissance. Or, selon Mill, l'État n'a pas le droit de restreindre nos libertés individuelles pour des raisons d'efficacité économique ou pour imposer une vision particulière du bien ou de la morale si cela ne s'inscrit pas dans la prévention d'un tort. Le préjudice économique subi par le fait de ne pas travailler ces jours-là est un préjudice collectif, diffus, et surtout, il n'est pas causé par une action nuisible de l'individu au sens strict du principe de non-nuisance. C'est le choix d'une société de valoriser certains moments de repos et de célébration. Dès lors, pour Mill, une politique qui supprimerait des jours fériés pour des raisons purement économiques, sans qu'il y ait de preuves qu'ils causent un préjudice direct à autrui, serait une ingérence abusive dans la sphère de la liberté individuelle. Elle irait à l'encontre de l'idée que chacun devrait être souverain sur lui-même, sur son propre corps et son propre esprit. La réaction scandaleuse du public parisien, et plus largement des Français, résonne profondément avec l'insistance de Mill sur la valeur inaliénable de la liberté personnelle, y compris le droit au loisir et à la préservation des expressions culturelles. C'est une affirmation que certaines sphères de la vie doivent rester à l'abri de l'intervention étatique, même lorsque cette intervention est motivée par des objectifs qui peuvent sembler, à première vue, bénéfiques pour le plus grand nombre. Mais l'utilitarisme, que nous aborderons ensuite, nous permettra de nuancer cette position et de voir le dilemme sous un autre angle. Si le principe de non-nuisance de Mill, que nous venons d'explorer, met l'accent sur les limites de l'intervention étatique et la protection de la liberté individuelle, l'autre pilier de sa pensée, l'utilitarisme, offre une perspective différente, voire parfois conflictuelle. Dans son œuvre éponyme, L'utilitarisme,
John Stuart Mill développe une éthique qui juge la moralité des actions non pas sur leurs intentions, mais sur leurs conséquences. Le principe central est le principe de la plus grande félicité. Les actions sont justes dans la mesure où elles tentent à promouvoir le bonheur et injustes dans la mesure où elles tentent à produire le contraire du bonheur. Le but ultime est de maximiser le bonheur pour le plus grand nombre de personnes possible. Mais attention, l'utilitarisme de Mill n'est pas une simple arithmétique des plaisirs. Contrairement à son prédécesseur, Jeremy Bentham, Mill introduit une distinction cruciale entre les plaisirs, reconnaissant qu'il existe des plaisirs de qualité supérieure, liés à l'intellect, à la moralité, à l'appréciation esthétique, et des plaisirs inférieurs, plus sensoriels et immédiats. Il vaut mieux être un être humain insatisfait qu'un porc satisfait, disait-il. Cela signifie que la maximisation du bonheur ne doit pas se faire au détriment de l'élévation intellectuelle ou morale de l'humanité. Le bonheur que l'on cherche à promouvoir est un bonheur qualitatif, durable, qui inclut le développement personnel et la satisfaction des facultés supérieures. Appliquons maintenant l'utilitarisme de Mill à la proposition de M. Bayrou. L'argument économique est clair. En supprimant 2 jours fériés, on augmente le temps de travail, ce qui est censé stimuler la production, réduire le déficit public et potentiellement améliorer la situation économique globale du pays. Si cette mesure entraînait une prospérité économique significative, une baisse du chômage, une amélioration des services publics grâce à des finances assainies, on pourrait d'un point de vue purement utilitariste arguer que le bonheur collectif serait augmenté. Moins de dettes, plus d'opportunités, une meilleure santé financière de l'État. Tout cela pourrait se traduire par un plus grand bien pour la majorité des citoyens. Cependant, la balance n'est pas si simple. Un utilitariste millien devrait se demander est-ce que la perte de bonheur induite par la suppression de ces jours fériés est inférieure au gain de bonheur généré par les avantages économiques. La suppression de ces jours de repos affecte directement le bien-être des citoyens. Le temps libre permet le repos, la régénération mentale, le temps passé en famille ou entre amis, la pratique de hobbies, la participation à la vie associative ou religieuse. Ces activités contribuent au bonheur au sens large et peuvent même être considérées comme des plaisirs supérieurs si elles favorisent le développement personnel et l'épanouissement. Un citoyen surmené, stressé par la perte de ces moments de répit, est-il un citoyen plus heureux, même si le produit intérieur brut augmente ? De plus, l'utilitarisme de Mill doit considérer les conséquences à long terme. Éroder les traditions culturelles, comme la célébration de Pâques ou la commémoration du 8 mai, peut avoir un coût social difficilement quantifiable. Ces jours ne sont pas seulement des jours de congé, ils sont des ancrages mémoriels, des catalyseurs de cohésion sociale, des vecteurs de transmission d'un patrimoine collectif. Leur suppression pourrait entraîner un sentiment de perte, de déracinement et de fragmentation sociale, des conséquences qui, à long terme, pourraient nuire au bonheur général, même si les chiffres économiques s'améliorent. La colère et le sentiment de scandale exprimés par les citoyens sont des indicateurs clairs que cette mesure pourrait, au final, générer plus de malheur que de bonheur dans la société. L'utilitarisme dans sa forme millienne ne peut ignorer ses dimensions qualitatives et les répercussions profondes sur l'esprit public et la cohésion sociale. Ce n'est pas seulement une question de quantité de travail, mais de qualité de vie et de sens. Nous voilà au cœur du dilemme, à l'intersection de 2 principes fondamentaux de la pensée de John Stuart Mill, qui, dans le cas de la suppression des jours fériés, semblent se heurter de plein fouet, le principe de non-nuisance et l'utilitarisme. Cette tension intrinsèque est ce que j'appelle ici l'analyse dialectique, la confrontation d'idées apparemment opposées pour en tirer une compréhension plus profonde. D'un côté, nous avons le principe de non-nuisance, le garde-fou de la liberté individuelle. Il affirme que l'État ne peut intervenir que pour prévenir un préjudice direct à autrui. Dans notre cas, célébrer un jour férié ne cause en soi aucun préjudice direct à quiconque. La perte économique pour l'État est une conséquence agrégée de millions de choix individuels de ne pas travailler, et non le résultat d'un acte nuisible d'une personne envers une autre. Mill aurait donc eu de sérieuses réserves face à une mesure qui réduirait la liberté de repos et de célébration, même si elle était motivée par le désir d'augmenter la richesse nationale. Pour lui, la liberté d'expression, la liberté de choix de vie, incluant le temps de loisir, sont essentielles à l'épanouissement humain et à la vitalité sociale. Restreindre ces libertés pour des raisons purement économiques, c'est empiéter sur la souveraineté de l'individu sur lui-même. De l'autre côté, l'utilitarisme nous invite à considérer le plus grand bien pour le plus grand nombre. Si la suppression de ces jours fériés pouvait réellement et de manière prouvée
sortir la France d'un endettement paralysant, améliorer les services publics et stimuler une croissance économique qui bénéficierait à tous par de meilleurs emplois ou une meilleure qualité de vie, alors un utilitariste pourrait trouver un certain mérite à la proposition. Le bonheur collectif, dans cette optique, pourrait passer par la solidité financière de l'État. Mais c'est là que la nuance millienne est cruciale. Comme nous l'avons vu, Mill ne se contente pas d'une addition brute des plaisirs, il insiste sur la qualité de ces plaisirs. Le bonheur obtenu par une prospérité économique est-il un plaisir supérieur s'il est acquis au détriment de plaisirs plus profonds, comme le temps en famille, la préservation des traditions ou le simple repos nécessaire à la santé mentale et physique? La contradiction millienne réside précisément dans cette question. Une politique visant le plus grand bien, utilitarisme, peut-elle justifier d'empiéter sur la liberté individuelle, principe de non-nuisance, si le préjudice en question n'est pas un tort direct, mais un manque à gagner économique collectif? Mill lui-même a lutté avec cette tension. Il reconnaissait que la société avait besoin d'un certain ordre et que l'État devait parfois agir pour le bien commun. Cependant, il a toujours maintenu que la liberté individuelle devait être la règle et l'intervention de l'État l'exception, strictement limitée. Dans le cas des jours fériés, la perte pour l'État est une perte économique, non un préjudice causé par une action illicite d'un individu. Mill serait probablement très méfiant face à une telle justification, car elle ouvrirait la porte à des interventions arbitraires. Si l'État peut supprimer des jours de repos pour des raisons économiques, pourquoi pas d'autres aspects de nos vies privées sous prétexte qu'ils ne sont pas efficaces? Où s'arrête cette logique? C'est ce que Mill craignait, la tyrannie de la majorité ou de l'État imposant sa volonté au nom d'un bien collectif illusoire sans égard pour les droits et les préférences des individus. La diversité des modes de vie et des expressions culturelles, y compris la manière dont nous choisissons de passer notre temps, est, pour Mill, un moteur d'innovation et de progrès. Éroder cette diversité au nom de la seule efficacité économique risquerait de conduire à une stagnation sociale et à une uniformisation qui nuirait au bonheur qualitatif de la société. Le choc que la proposition de M. Bayrou a provoqué est donc pour un millien un signal d'alarme. C'est la preuve que la société perçoit cette mesure non comme un moyen nécessaire pour prévenir un préjudice, mais comme une atteinte à ses libertés et à son mode de vie. Nous arrivons maintenant à l'épine dorsale de notre réflexion, à savoir les implications futures de ce type de proposition et les questions philosophiques profondes qu'elle soulève. Si la France ou n'importe quelle nation devait adopter une politique où des libertés individuelles aussi ancrées que le droit au repos ou la célébration de dates historiques sont sacrifiées sur l'autel de la performance économique, quelles seraient les conséquences à long terme vues à travers le prisme de John Stuart Mill? D'abord, un tel précédent serait lourd de sens. Si l'État peut supprimer des jours fériés sous prétexte d'impératifs économiques, où s'arrêtera-t-il? Quelle autre liberté individuelle pourrait être la suivante à être remise en question au nom du bien collectif? Le temps libre, les choix de consommation, les pratiques culturelles, voire les expressions de la vie associative ou spirituelle. Tout ce qui n'est pas directement productif pourrait potentiellement être jugé inefficace et donc modifiable par le pouvoir en place. Mill aurait vu dans une telle dérive la dangereuse pente vers une forme de tyrannie de la majorité, ou plus précisément, une tyrannie technocratique imposant sa vision du bien-être sans considération pour la diversité des modes de vie et la valeur intrinsèque de la liberté. L'histoire nous a montré à quel point les nations qui valorisent uniquement la productivité finissent par appauvrir l'âme de leurs citoyens. Ensuite, nous devons nous interroger sur l'équilibre entre l'efficacité économique et le bien-être individuel ainsi que la mémoire collective. La philosophie de Mill suggère que la véritable force d'une société ne réside pas seulement dans ses chiffres économiques, mais aussi dans sa capacité à cultiver le bonheur qualitatif, la résilience culturelle et la liberté de ses membres. La suppression de jours fériés comme le 8 mai menace directement la mémoire collective, risquant de banaliser les sacrifices passés et d'éroder le lien entre les générations. Le lundi de Pâques, quant à lui, affecte la sphère du privé, de la famille, du loisir et de la spiritualité. Pour Mill, une société qui ne permet pas à ses citoyens de s'épanouir dans ces domaines, même si elle est économiquement forte, est une société qui manque l'essentiel du bonheur humain. L'opposition publique scandaleuse reflète cette compréhension intuitive que le bonheur ne se résume pas à 1% de déficit en moins. Prédisons ce qui pourrait se produire. Basé sur les principes de Mill, si le gouvernement persistait avec cette proposition malgré le tollé général, cela pourrait avoir des conséquences politiques majeures.
D'un point de vue utilitariste, un gouvernement qui cherche sincèrement à maximiser le bonheur du plus grand nombre devrait reconnaître que la somme du mécontentement et du sentiment de perte générés par cette mesure pourrait largement surpasser les gains économiques espérés. Cela suggérerait qu'une rétractation, ou au moins une réévaluation significative de la proposition, serait la voie la plus utilitaire pour éviter un large désaccord social et politique. Si les libertés des individus sont perçues comme étant injustement attaquées, ce qui serait le cas selon le principe de non-nuisance, la résistance du public pourrait s'intensifier, prenant la forme de manifestations, de grèves ou d'une désaffection électorale. Mill aurait soutenu que la vitalité d'une démocratie repose sur la capacité des citoyens à exprimer leurs désaccords et à protéger leur liberté contre l'ingérence de l'État. En fin de compte, la controverse autour des jours fériés en France n'est pas qu'une simple question de calendrier ou de comptabilité nationale. C'est un test pour notre compréhension du rôle de l'État, de la valeur de nos libertés et de la définition du bonheur dans une société moderne. Mill nous invite à regarder au-delà des chiffres bruts, à considérer la qualité de vie, l'épanouissement individuel et la richesse culturelle comme des éléments indispensables à une société véritablement prospère et juste. Alors, pour conclure cette plongée philosophique, je vous laisse avec ces questions. Sommes-nous prêts à échanger la mémoire collective et le temps de repos essentiel contre une hypothétique croissance économique? Jusqu'où la liberté individuelle peut-elle être sacrifiée pour un bien commun défini par quelques-uns? Et surtout, qu'est-ce qui, au fond, nous rend vraiment heureux en tant que société? Réfléchissez-y et n'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires. En somme, ce que la proposition de Monsieur le Premier ministre Bayrou nous révèle n'est pas seulement un défi budgétaire, mais un profond dilemme philosophique éclairé par les lumières intemporelles de John Stuart Mill. Nous avons vu comment son principe de non-nuisance met en garde contre l'intervention de l'État dans nos vies privées à moins d'un préjudice direct à autrui. Dans ce cas, la suppression de jours fériés, si elle vise la prospérité économique, soulève des questions fondamentales sur les limites du pouvoir. Simultanément, son utilitarisme nous pousse à évaluer la plus grande félicité, non pas comme une simple somme de chiffres économiques, mais comme une quête qualitative incluant le bien-être, la culture et la liberté d'épanouissement. Cette tension entre la maximisation de l'efficacité et la protection de la liberté individuelle est au cœur de notre société moderne. La réaction passionnée des citoyens français, qualifiant la mesure de « scandaleuse », n'est pas qu'une simple plainte pour des jours de congés perdus. C'est une affirmation puissante que certaines valeurs, le droit au loisir, la mémoire collective, l'ancrage culturel, sont non négociables et qu'elles contribuent à un bonheur plus profond et durable que n'importe quel gain économique immédiat. C'est une invitation à nous demander ce que nous valorisons réellement en tant que nation. Alors, la question demeure. Jusqu'où la raison économique doit-elle dicter nos vies et nos traditions? Est-ce que la quête d'un équilibre budgétaire justifie-t-elle de rogner sur les libertés et les repères culturels qui donnent un sens à notre existence collective? Et, dans cette balance délicate, qu'est-ce qui, pour vous, pèse le plus lourd? La richesse matérielle de la nation ou le bonheur qualitatif et la liberté de ses citoyens? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et engageons la conversation. C'est vraiment fascinant de constater à quel point la sagesse d'un penseur comme John Stuart Mill, vieux de plus d'un siècle, résonne si puissamment avec les débats les plus contemporains qui agitent notre société. Si cette exploration des jours fériés à travers le prisme de la liberté et de l'utilité vous a donné matière à réfléchir, j'aimerais énormément entendre vos propres conclusions. Pour vous, quel est l'équilibre juste entre la performance économique d'une nation et le respect de ses traditions, de ses temps de repos, de ses libertés individuelles? La pensée de Mill vous éclaire-t-elle ou vous confronte-t-elle? Laissez-moi un commentaire ci-dessous, partageons nos perspectives et continuons à décortiquer ces questions complexes ensemble. Et si ce type d'analyse profonde vous parle, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de partager cette vidéo. Chaque interaction aide à diffuser ces idées et à renforcer notre communauté de penseurs critiques. Merci d'avoir été là et à très vite pour une nouvelle plongée.